Bonjour à tous. J'ai le plaisir de modérer ce tout premier webinaire de Systema. Systema qui est un écosystème panafricain de jeunes africains qui vise à redonner l'autonomie stratégique à l'Afrique par l'entrepreneuriat. Je suis le docteur Aliou Dialiri, systémapreneur, multi-investisseur et président de Systema. Et chers Africains et terriens d'autres continents, nous allons passer une heure de qualité aujourd'hui en compagnie de notre invité, Monsieur Jamiou, que je voudrais me faire le plaisir de présenter. Alors, Monsieur Jamiou, c'est un spécialiste financier et consultant en management aguerri, justifiant de plus d'une décennie d'expérience dans la gestion des projets complexes, le renforcement de capacités et le développement des affaires au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Son expertise s'étend à la réglementation institutionnelle des petites et moyennes entreprises, la préparation à l'investissement et le financement vert et climatique. Récemment, consultant pour le groupe de la Banque mondiale et Genesis Analytics, il a évalué et proposé des mécanismes institutionnels pour identifier le financement climat des petites et moyennes entreprises. Reconnu pour ses compétences en communication et modération d'événements de haut niveau, il a dirigé et co-animé de nombreuses conférences, notamment sur le financement vert des petites et moyennes entreprises au Bénin, le guide sur l'entrepreneuriat digital au Bénin avec T-Ventures et la GIZ, le financement des startups avec Semecity et l'Union européenne, et sur l'éducation et la gouvernance avec Poverty Reduction. Son parcours diversifié inclut la direction de projets de développement durable comme la Brigade verte, l'entrepreneuriat numérique avec Women in Tech, le mentorat de start-up avec Bantu Capital for Africa et la modernisation des services publics par la digitalisation avec Nopo T-Ventures. Alors, chers invités, vous voyez la qualité. J'ai dû raccourcir un peu la présentation de notre invité. Et vous aurez constaté qu'il est jeune, comme la plupart d'entre nous, et avec un parcours assez inspirant, un parcours de jeune. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir pour échanger avec nous sur ce thème qui nous tient tant à cœur, entreprendre en Afrique, un pari fou ou une idée de génie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Systema fait de l'Afrique le socle de ses actions. Et aujourd'hui, pour ce premier webinaire, les webinaires de Systema qui visent à connecter les Africains, échanger et parler des réalités de notre continent, ce premier webinaire vise à décortiquer ce socle sur lequel l'écosystème Systema compte propulser ses actions. Cher Jamiou, je vous souhaite la bienvenue et je voudrais, avant de commencer, vous laisser la parole et nous dire d'emblée ce que vous évoque le continent africain. Quand on vous dit l'Afrique, qu'est-ce que cela vous évoque? Merci. Le continent africain, c'est de toute évidence le continent qui est celle des opportunités aujourd'hui. Je ne dirais pas aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Ce qui est le plus intéressant en plus dans les statistiques aujourd'hui, c'est que l'Afrique est le continent dont la pyramide des âges est la plus large à la base. C'est-à-dire il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Et donc 60% des Africains ont au moins 25 ans et la tranche des adolescents, la tranche entre 15 ans et 35 ans représente sur les 1,5 milliard d'habitants de l'Afrique 400 millions de jeunes. Vous voyez un peu ce dont il s'agit en termes d'opportunités et de dynamique de l'Afrique. Nous avons en Afrique environ 244 millions d'entreprises. Et quand je dis entreprises, c'est 95% d'auto-entrepreneurs. D'auto-entrepreneurs et de micro-entreprises. Les auto-entrepreneurs dominent quand même et les statistiques que je viens de citer nous confortent sur cette position qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus intéressés par l'entrepreneuriat. Ces auto-entrepreneurs sont dans l'informel ou dans le formel avec des PME qui font 90% de l'économie africaine, c'est-à-dire qui créent des emplois variant en moyenne entre 5 personnes qui sont employées et 10 personnes, etc. Et donc, je pense que avec la jeunesse innovante, dynamique, nous pouvons aller loin en saisissant de façon concrète l'opportunité que nous offrent les ressources minières, la ressource humaine, l'innovation, et nous devons aller au développement économique avec tous ces atouts-là.
400 millions de jeunes, c'est quasiment la population européenne aujourd'hui. Et avoir ce vivier-là, c'est très marquant, ce chiffre. Monsieur Jamiou, nous voudrions savoir comment vous expliquez ces concepts, ces mots. Et entreprendre, entreprise, entrepreneur, entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'on met concrètement dans ces concepts? Alors, pour expliquer bien ces concepts, je pense qu'on va les classifier en 3 étapes. Nous avons l'entrepreneuriat, d'accord, qui est comment le processus de créer une entreprise, d'identifier une opportunité et de créer, d'accord, un système autour de cette idée que l'on a ou cette opportunité. Et donc, c'est la démarche qui est l'entrepreneuriat, la démarche qui consiste à identifier, à créer l'entreprise, de la valeur ajoutée, recruter des gens, etc. Après l'entrepreneuriat ou avant l'entrepreneuriat, ça dépend de comment on voit les choses. Nous avons la ressource humaine, nous avons le capital humain, nous avons l'homme au centre même. Et donc, l'homme au centre de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est la personne qui mène ce processus d'entrepreneuriat. Et c'est cet individu, il a la vision, il porte en lui tout le leadership de l'idée qu'il a et qu'il veut transformer en un projet viable. Et donc, ce moteur qu'est l'homme, l'entrepreneur, vient dans ce processus, conduit ce processus d'entrepreneuriat pour le mener vers une entreprise, c'est-à-dire la structure qui va porter le processus et le leader qui conduit ce processus-là va s'appeler l'entreprise. Et l'entreprise, c'est quoi? C'est une entité qui peut être juridique ou non, mais juridiquement, l'entreprise peut avoir plusieurs profils juridiques, comme au niveau de Inawa, nous sommes une société à responsabilité limitée. Systema a également sa structure juridique que je ne connais pas. Mais voilà, la structure juridique est portée par l'homme. Mais ça peut ne pas être juste un leader. Ça peut être un regroupement de leaders. Là, on parle de cofondateurs. Donc, il peut y avoir plusieurs entrepreneurs qui se mettent ensemble pour dire, voilà, on a des compétences complémentaires. On va se mettre ensemble pour créer une entreprise parce qu'on a identifié une opportunité et nous pensons que nous avons les compétences, la qualité pour apporter cette solution ou faire mieux que ce qui existe déjà. Voilà, les 3 processus ou les 3 termes qui méritent d'être clarifiés pour mieux comprendre l'entrepreneuriat, le processus, l'entrepreneur qui est la personne qui conduit le processus et l'entreprise qui est la structure qui porte le processus. Merci beaucoup. L'homme au centre de l'entrepreneuriat, c'est une phrase qui nous parle beaucoup parce que si vous regardez l'écriture de Systema, vous allez constater que Systema est écrit avec un X au centre de Systema et le Y et le X génétiquement, c'est les 2 chromosomes qui permettent de fabriquer l'être humain, soit le garçon ou la fille. Et donc, effectivement, pour Systema, l'homme est la pièce maîtresse, l'homme est au centre de tout. Et c'est pour ça, cet homme qui est au centre de tout, chez nous, on l'appelle le systémapreneur, parce que nous pensons que c'est grâce à lui que nous pouvons impulser une certaine dynamique, une certaine révolution par rapport aux pratiques actuelles et passer à des pratiques qui pourraient rendre nos entreprises résilientes et durables. Alors, le statut juridique de Systema, Systema, c'est un start-up studio et il faut savoir que sa filiale béninoise, qui est la première filiale, est une société à action simplifiée avec un capital social de 100 millions. Et nous comptons par notre méthode d'extension couvrir toute l'Afrique, puisque c'est notre socle et d'ici horizon 2030. J'ai envie de vous demander de façon crue, déjà, je vous plonge comme ça dans le vif du sujet. Est-ce que pour vous, entreprendre, puisqu'on a parlé d'entreprendre, on a parlé d'Afrique, est-ce que pour vous, entreprendre en Afrique, tel que vous l'avez défini, est un pari fou aujourd'hui ou une idée de génie? Alors moi, je pense que est-ce que c'est l'un ou l'autre? Je vais m'expliquer. Alors, une idée de génie,
on dirait une idée de génie si l'Afrique n'était pas un terrain d'opportunité, une terre d'opportunité. Et donc, je dirais que c'est une idée de génie, c'est dire que nous sommes en train de découvrir l'Afrique et c'est maintenant que débute la clarification que l'Afrique est une terre d'opportunité. L'Afrique étant une terre d'opportunité, je dirais que ce n'est pas une idée de génie, mais c'est une idée bien réfléchie et dont le risque est calculé et les opportunités étant immenses en Afrique. Je pense que l'idée, elle est une idée que je dirais salutaire. D'entreprendre en Afrique est une idée salutaire et une idée qui est plus liée à saisir une opportunité et la transformer en projet viable. Alors, pour ce qui concerne le pari fou, je dirais un pari fou, yes. Un pari, l'entrepreneuriat d'abord, c'est un pari en fait. Vous voyez, l'entrepreneur qui décide de démarrer son projet ne sait pas à 100% que l'idée va marcher ou non. C'est vrai que tout à l'heure, nous avons abordé tout ce qui est de façon classique, peut-être les démarches qu'on fait pour amoindrir le risque de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat en lui-même est un risque. C'est un pari que l'on fait sur soi-même, qu'on fait sur ses collaborateurs, sur ses cofondateurs, sur ses co-associés. C'est un pari qu'on fait sur le recrutement que l'on va faire. C'est un pari que l'on fait sur également son économie, ses économies, en étant la personne qui porte l'entreprise. C'est un pari qu'on fait également sur l'environnement et sur l'écosystème entrepreneuriat. C'est un pari qu'on fait sur l'Afrique. Et donc, oui, l'entrepreneuriat est un pari, mais un pari fou, non, puisque c'est mesuré. Nous avons la possibilité d'évaluer les risques et de les tempérer pour que ce ne soit pas des risques non mesurés. Et donc, oui, je pense que voilà mon propos sur les deux thématiques phares de notre webinaire. Merci, mais si on devrait vous dire de ne pas argumenter et de choisir, et si l'entrepreneuriat est un pari fou ou une idée de génie aujourd'hui en Afrique, que diriez-vous? Je dirais sans argumenter que c'est un pari fou. Alors, vous qui êtes connectés, vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous pensez de cette question, si c'est un pari fou pour vous ou une idée de génie. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au Bénin, à la fin, on vous donnera la parole pour nous dire de votre position ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en Afrique. Je pense aujourd'hui que beaucoup, tel que vous l'avez dit, l'entrepreneuriat, c'est d'abord quelque chose de risqué puisque vous acceptez parfois, vous acceptez sauter et dans le vide, même si on mesure le risque, on analyse le risque et on essaie de gérer le risque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec notre écosystème, on offre ce cadre qui permet aux gens de pouvoir entreprendre en ayant vraiment les outils et les outils qu'il faut pour mettre en place des entreprises adaptées vraiment à nos contextes, à nos réalités, parce que beaucoup d'entreprises sont implémentées aujourd'hui en s'appuyant sur des normes qui ne sont pas forcément axées sur nos réalités. Et donc, avec Systema, on va revisiter vraiment tout ça et travailler sur des normes axées sur nos réalités et faire en sorte que nous ayons des entreprises résilientes et durable. Alors, vous avez parlé de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et est-ce qu'on pourrait savoir avec quelques phrases peut-être comment créer réellement une entreprise en Afrique, même si peut-être il peut y avoir des variations en fonction de la zone, de notre zone de localisation. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple type de création d'entreprise en Afrique? Oui, pour créer une entreprise, c'est le prolongement de tout ce qu'on est en train de dire jusqu'ici. C'est d'abord d'identifier une terre d'opportunité ou un secteur, une niche d'opportunité. Et quand on parle d'opportunité, ce n'est pas forcément de reprendre la roue, hein. C'est d'identifier un service, d'accord, qui n'est pas bien fourni, mais attention,
c'est d'abord de faire une auto-évaluation à son niveau de ses compétences, savoir de quoi je suis capable. Je suis compétent dans quoi? Je suis très bon dans quoi? Alors, si j'identifie le secteur dans lequel je suis très bon ou le secteur qui m'intéresse, j'irai me faire former. Alors, pour aller me faire former, je dois savoir, je vais intervenir, je donne un exemple, je vais intervenir dans le secteur les véhicules de transport avec chauffeur, par exemple, ce qu'on appelle le VTC. Et nous voyons l'actualité aujourd'hui où beaucoup de consommateurs ou de clients de ces VTC se plaignent un peu partout en Afrique et vous décidez d'aller dans ce secteur. Donc, ça veut dire que le service n'est pas encore très bien satisfait et qu'il y a des clients qui se plaignent quand même. Donc, cette niche de clients, vous pouvez décider, ayant l'expérience ou ayant travaillé déjà dans le secteur, décider de dire, OK, je vais me mettre avec d'autres pour créer l'entreprise. Alors, cette idée, je cherche maintenant à valider ça ou c'est une idée déjà validée, mais moi, je cherche à mieux faire. Et donc, on parle de l'idée, on parle de la compétence, on parle de l'idée, on parle de l'équipe maintenant à monter. Et parce que pour démarrer une idée, c'est toujours bien de coucher l'idée sur papier. Donc, il faut faire une petite étude de marché pour recueillir, savoir, il y a des clients qui ne sont pas satisfaits, voilà le prix qui se pratique actuellement, voilà les coûts liés au service de véhicules de transport avec chauffeur, comment je recrute, voilà ce que gagnent les chauffeurs, voilà la rémunération. Et avoir une idée quand même de comment ça se passe. Vous le faites, soit aller directement vers les clients qui se plaignent, avoir les peines et savoir que c'est une solution que vous allez apporter qui va régler les problèmes de ces clients qui ont des peines. Et vous allez élaborer un document qu'on appelle plan d'affaires. Et ce plan d'affaires va vous permettre d'être un guide de gestion et de savoir si j'en mets ce montant, ce financement, si on met l'équipe qu'on met cette stratégie, voilà ce qu'on pourrait gagner. Ce n'est jamais sûr à 100%, parce que c'est des chiffres 7. L'entrepreneuriat commence lorsque vous allez sur le terrain. Et donc, après les idées, la compétence qu'on a évaluée, le plan d'affaires qu'on a élaboré, on passe maintenant à la formalisation. Cette étape peut durer, c'est-à-dire si on est selon ce que l'on voudrait aller vers une PME formelle ou que l'on soit une start-up. Et aujourd'hui, il y a des lois sur la start-up. On parle de Start-up Act, de labellisation sous forme de start-up aujourd'hui qui peut vous permettre d'avoir des statuts juridiques ou bien des faveurs que les entreprises formelles n'ont pas. Au Bénin, on parle de label start-up. En Côte d'Ivoire, on parle de Start-up Act au Sénégal, mais ça a des noms variés un peu partout en Afrique également. Et donc, il y a ça qui pourrait vous permettre de bénéficier de certains avantages que les structures formelles n'ont pas. Donc, passez cette étape d'enregistrement, vous faites des formalités et vous recherchez le financement parce qu'il faut de financement. Au-delà de tout ce qui est dit, il faut de l'argent pour faire des études. Il faut de l'argent. Donc, il faut beaucoup d'économies, d'accord, pour commencer une entreprise. Il faut beaucoup d'économies pour commencer une entreprise. On commence l'entreprise par ses propres économies, son épargne. Et il n'y a pas d'entrepreneur qui n'a pas d'abord, qui n'est pas allé travailler ou apprendre auprès d'un entrepreneur avant de démarrer. On prend le plus riche africain qui est Dangote. Il a bénéficié de l'argent de son oncle, mais il a également appris auprès de son oncle. Et donc, je pense que il est important de se former, d'avoir une compétence ou de se former et d'être dans la dynamique d'apprentissage continu. L'entrepreneuriat, c'est l'homme, la compétence, c'est l'argent, parce qu'il ne faut pas qu'on se le mente. Il faut de l'argent pour démarrer parce que juste le fait que vous allez vous enregistrer, vous avez déjà des impôts qui vous attendent. Donc, le côté, comment je vais dire, beau, ludique de l'entrepreneuriat, on dit je veux aussi être entrepreneur. Je vous assure que ce n'est pas exactement ce que vous pensez. Voilà, donc merci. Ok, je retiens que l'entrepreneur, c'est pas le beau garçon ou la belle dame, c'est pas le bon parfum. Et c'est un combat. Et si vous voulez entreprendre, soyez prêts à faire la guerre. Et j'ai envie de dire cela. Alors, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous suivent, vous pouvez parier maintenant et Systema se charge de gérer la folie pour que cette folie-là n'emporte pas votre pari. Et je vous ai écouté vraiment et c'est très intéressant.
Et nous avons envie de savoir, puisqu'on dit que l'Afrique est une terre d'opportunités et qu'il est bien d'entreprendre et tout, nous avons envie de savoir sur le continent africain aujourd'hui, quels sont les secteurs porteurs et dans lesquels tout néo-entrepreneur ou tout aspirant entrepreneur devrait se tourner pour entreprendre et espérer avoir du succès. Alors, merci pour cette question. Hein. Moi, je vais peut-être surprendre et dire que tous les secteurs sont porteurs en Afrique. Tous les secteurs sont porteurs. Du moment où vous êtes très bon dans ce que vous faites, je vous assure que tous les secteurs sont porteurs. Mais au-delà de ça, je peux citer quelques secteurs que durant mes 10 dernières années, aussi récemment, je vois qui sont quand même, que j'estime, qui sont porteurs et que également des rapports estiment que ce sont des secteurs porteurs. Je prends le cas de la technologie aujourd'hui. La technologie, nous avons des jeunes entrepreneurs, nous avons des talents en Afrique. Et vraiment, je suis peiné de savoir que les jeunes Africains que je croise sont vraiment intelligents. Enfin, nous sommes intelligents et nous avons, malgré le cadre que nous bénéficions, qui n'est pas forcément comme ceux de l'Occident, nous arrivons à créer des solutions, nous arrivons à créer vraiment des technologies pour régler des problèmes locaux. Et donc, je pense que le secteur de la technologie et tout ce qui est lié à cela est porteur. L'agriculture étant déjà l'un des secteurs piliers de l'Afrique, je pense que ajouter la technologie à tout ce qui définissait déjà l'Afrique est important. Donc, l'agriculture plus la technologie pour permettre, par exemple, de détecter quelles sont les périodes dans lesquelles il y aura la pluie, pour permettre à l'agriculteur de mieux faire ses prévisions, d'utiliser ces données d'observation de la pluie, la pluviométrie, la sécheresse et tout, pour mieux planifier sa récolte et sa culture et autres. Nous avons aussi, vous savez que le mobile money, le paiement électronique, c'est plus en Afrique que cela a plus de croissance, en commençant par le Kenya, qui est foyer même par lequel ça a démarré. Il n'y a qu'en Afrique que le mobile money marche surtout. Et donc, je pense que voilà également un secteur porteur et c'est heureux de savoir que les banques centrales aujourd'hui, que ce soit un peu partout en Afrique et récemment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui octroie l'agrément aux entrepreneurs qui sont dans la technologie, qui sont dans tout ce qui concerne la monnaie électronique. Et je dirais donc, comme je l'ai dit, j'ai parlé de mobile money, donc des services financiers, ajouter à la technologie, ça peut être les fintech, tout ça, c'est également des secteurs porteurs. La logistique, c'est important, le transport, j'en ai parlé vite ici, c'est important. Il faut trouver des modèles innovants qui permettront de transporter des populations parce que l'urbanisation galopante fait qu'aujourd'hui, nous avons des défis, des difficultés. Et donc, je finirai par l'éducation. L'éducation est importante. Nous devons éduquer la jeunesse. Et pour l'éduquer, ajoutons la technologie à l'éducation, ça va faire l'EdTech. Donc, tout endroit, pour résumer, c'est pour dire que il y a les opportunités. Il y a plusieurs secteurs d'opportunités, plusieurs secteurs porteurs. Il suffit d'identifier des difficultés et d'être très bon, d'apporter la meilleure réponse à cette difficulté et on crée déjà un secteur ou une idée porteuse. Voilà. Alors, c'est vraiment très intéressant et je m'en réjouis d'ailleurs parce que les différents secteurs que vous venez de citer sont des secteurs qui constituent pour la plupart les verticales du studio de recherche-développement de notre écosystème Systema, de l'agritech en passant par la fintech ou la verticale sur les services et peut-être la santé. Ce sont là des verticales sur lesquelles notre studio se concentre pour faire de la recherche et du développement et il faut rappeler que nous avons pour objectif
de lancer, en tout cas d'impulser la création de quelques 10 000 entreprises reparties sur ces différentes verticales d'ici horizon 2050. Donc, on a encore 20 à 25 ans pour le faire et on a largement le temps de faire. Donc, c'est un objectif à minima et on fera sûrement beaucoup plus avec la complicité et l'appui et la synergie des jeunes Africains, des 40 millions de jeunes Africains, 400 millions, vous voyez, tellement c'est gros que mon cerveau n'arrive pas à rajouter le dernier zéro. Donc, les 400 millions de jeunes Africains et donc, par cet écosystème aussi, offrir de l'emploi de qualité à ces jeunes Africains, à plus d'1 million d'Africains, des emplois de qualité, des emplois directs. Et donc, j'ai envie de vous demander, après toutes ces démonstrations, qu'est-ce qui fait peur concrètement à tous ceux qui songent à entreprendre en Afrique? Quels sont les ressentis, quelles sont les plus grandes peurs de ceux-là, même qui ont envie d'entreprendre et se disent, attention, c'est un pari fou. Et qu'est-ce qu'ils identifient comme peur? La peur, c'est partie de ma propre expérience. C'est que on a peur de pouvoir subvenir à ses besoins. On a peur de l'incertitude et c'est humain. Vous voyez, on a peur de ne pas trouver de financement. On a peur de fider ses économies. On a peur de ne pas trouver des clients. On a peur que la solution qu'on apporte ne soit pas vraiment comprise par les clients que l'on vise. On a peur également que la clientèle visée ne soit pas suffisamment prête à sortir de l'argent pour acheter le produit qu'on leur propose. Et toutes ces peurs, on a peur aussi bien sûr de la concurrence, parce que la concurrence, c'est vous pouvez rentrer dans un marché aujourd'hui et parce que vous avez commencé le marché, d'autres vont venir et sont devenus plus puissants que vous et vous effacent. On a peur également de l'accélération de la technologie aujourd'hui, où vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui peut remplacer beaucoup de gens qui ne savent pas les utiliser comme outil partenaire. Et donc, on a peur de l'échec. On a peur de l'échec. Et toutes ces peurs peuvent être atténuées. Vous voyez, moi, j'ai commencé avec mon co-associé. L'entrepreneuriat, nous l'avons commencé ça dans les années 2010 et autres. Mais la première entreprise que nous avions commencé lorsqu'on sortait de l'université, c'était une entreprise pour former des gens. Alors, former des gens, moi, je formais en tout ce qui est outils de comptabilité et autres. Et mon second, lui, il est très bon en statistiques, outils, statistiques, logiciels et autres. Lui, il formait dans cela. Donc, on a commencé le projet à l'époque, l'entrepreneuriat comme ça, à l'époque, on était dans l'informel. On n'avait pas assez d'argent, on n'avait pas assez de compétences et on n'était pas allé travailler suffisamment pour se créer un réseau. Et donc, la peur d'échouer, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas réellement continuer à satisfaire les compétences recherchées nous ont amené à dire, Joe, on n'a pas d'argent et quand on évalue un peu les dépenses d'une entreprise de façon formelle, on n'en a pas. On est parti chercher de l'emploi. On a travaillé pendant au moins 10 ans avant de se remettre encore ensemble et dire, gars, voilà, la résidence est là, on ne va pas laisser la ligne droite qu'on s'était tracée. Et en 2020, c'est comme ça, on a décidé de mettre Inawa en place. Et voilà, la peur là est là. On avait un peu d'économie, chacun des deux côtés. On avait cette peur parce que on était devenus des pères de famille. Il faut payer le loyer à la maison, il faut payer le loyer de l'entreprise, il faut recruter. Donc, au début, on a compté sur nos compétences. Si vous allez commencer une entreprise et payer des salaires, ça va être très compliqué. Donc, au début, nos compétences ont fait que l'entreprise est là, mais on était des consultants individuels sur d'autres missions. Donc, on prenait des missions individuelles qui permettaient de payer le loyer de l'entreprise parce que les clients ne seront pas là pendant les 3 premières années de votre entreprise. On appelle ça la phase le couloir de la mort. Et dans les 3 ans, vous allez voir beaucoup d'entreprises vont disparaître carrément. D'autres vont traverser ce couloir de la mort, être résilientes et continuer comme je le souhaite pour beaucoup d'entre
d'entre nous ici, pour beaucoup d'entrepreneurs. Nous, le couloir de la mort est derrière nous. Nous avons 5 ans aujourd'hui. Et pendant ce couloir de la mort, vous ne faites pas de bénéfices, hein. Vous faites des pertes. Et l'État ne vous laisse pas en paix en termes d'impôts. Vous allez payer l'impôt, quel que soit ce qui va se passer. Et vous pouvez payer des millions d'impôts. Ça, l'État n'a rien à cirer. C'est vrai que dans certains États, comme le Bénin, mon pays, il y a l'allègement fiscal au début. Pour vous, vous n'allez pas payer certains impôts les 2 premières années ou les 2 premières années ou les 3 premières années, c'est échelonné. Mais je vous recommande vivement de mettre à part cette peur en vous associant avec des structures comme Systema pour vous permettre de mieux quand même d'atténuer cette peur, d'aller vers l'entrepreneuriat et de créer votre propre entreprise. Alors, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire que Systema vient abolir la peine de mort. Ouais, parce que le couloir de la mort, c'est quelque chose de vrai. Et jusque-là, les entreprises étaient condamnées à passer par le couloir de la mort. Et ce couloir de la mort, d'ailleurs, a une durée très courte. Puisque chez les hommes, là où il y avait la peine de mort, certains faisaient 20 ans ou 30 ans avant l'exécution. Voilà. Et pour les entreprises, c'est très court. 3 ans et bon, vous passez voir le migrant. Et je ne sais pas si dans le royaume de Dahomey, c'est le migrant qui coupait les têtes, je pense. Et donc, on a effectivement avec l'écosystème Systema envie de transformer ce couloir de la mort, un peu comme le Carrefour La Mort, qui est un carrefour célèbre à Cotonou, qui est devenu Carrefour La Vie, désormais, en couloir de la vie. Alors, les peurs, effectivement, comme vous l'avez dit, les peurs sont d'abord intrinsèques, c'est-à-dire viennent de notre état d'esprit et de ne pas avoir envie de risquer. Et les peurs aussi peuvent être extrinsèques, c'est-à-dire toute cette pression de la communauté, toute cette pression des proches qui vous mettent la pression pour vous protéger, selon eux, parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir souffrir, ils n'ont pas envie de vous voir ruiner. Et j'ai envie de dire que entreprendre, c'est d'abord accepter faire ce pas. C'est accepter faire le pas, prendre le risque de tout perdre pour finalement tout gagner, je pense. Et aujourd'hui, avec Systema, on essaiera de travailler vraiment à construire des entreprises résilientes et durables et qui seront axées vraiment sur quelque chose et qui s'adaptent réellement à nos réalités ici en Afrique et qui nous permettent vraiment de construire quelque chose d'objectif et de très structuré. Je pense que nous sommes en train de venir au thème des questions que nous allons poser à notre invité. Et j'ai envie de lui poser une dernière question avant de commencer par écouter, prendre des questions dans le chat ou des intervenants. Pour vous, Monsieur Bio, un jeune Africain qui a envie d'entreprendre, quel conseil lui donneriez-vous pour qu'il reste dans le continent africain au lieu d'aller d'envisager partir développer son projet ailleurs? Comme aujourd'hui nos médecins au Bénin qui envisagent souvent sérieusement aller ailleurs exercer leurs compétences. Bon, le conseil que je donnerais, c'est le même conseil que j'ai reçu il y a quelques années. Le premier conseil, c'est de rester en Afrique parce que l'Afrique, justement, est en ébullition et dans une dynamique aujourd'hui qui ne peut pas nous laisser indifférents. Le marché africain, 1,5 milliard d'habitants et l'écosystème entrepreneurial africain. Et je voudrais leur rappeler également que l'Afrique, c'est 54 pays, 54 ou 55 selon certaines sources. 54 pays, c'est-à-dire que si vous commencez, par exemple, l'entrepreneuriat au Bénin et que vous pensez que le Bénin ne vous sied pas, je pense que vous pourriez aller vers d'autres horizons. Il y a le Togo, il y a le Burkina, pour ceux qui sont francophones, il y a d'autres États quand même, d'autres pays dans lesquels vous pouvez aller. Et si ça ne marche pas dans le sud du pays, ça peut marcher dans le nord du pays. Si ça ne marche pas dans un pays, ça peut marcher dans un autre pays.
Et le conseil ou l'avantage que je pense qu'il faudrait avoir, c'est de parler l'anglais. En tant que jeunes Africains, nous devons chercher à aussi aller vers un peu l'anglais. Ça pourrait nous booster notre l'aspect entrepreneurial et se nouer des réseaux, servir, s'intégrer dans des réseaux. Quand je parle de réseaux, je parle de vie associative. Et plus vous êtes dans des associations, plus vous servez, plus on vous connaît, plus vous avez un réseau, un carnet d'adresses fourni qui vous permettra d'avoir la primeur des informations, d'avoir la primeur des opportunités, d'avoir la primeur de financement, etc. Et donc, moi, je pense que au vu de tout cela, au regard de tout ça, il est important pour nous, Africains, jeunes Africains, de rester en Afrique. Nous, si nous ne pourrons pas rester en Afrique, cette première catégorie, et nous pensions que nous irons forcément à l'extérieur du continent, ce n'est pas aussi mauvais. Si on part à l'extérieur du continent dans l'esprit de revenir en Afrique ou de développer également le continent depuis l'Afrique, comme l'a fait la politique, comme la Chine l'a fait. La Chine a envoyé avec des bourses d'État ses citoyens, ces jeunes se faire former en Occident pour acquérir de la compétence et copier des brevets pour pouvoir revenir chez eux, faire le même développement. Donc, ce qui fait que l'éducation, la culture chinoise fait que si tu quittes ton pays, tu sais que tu vas revenir dans le pays, développer le pays. Il faudrait qu'on incruse cela à la prochaine génération d'Africains que nous sommes en train de construire. Et donc, aller à l'extérieur, ce n'est pas mauvais, mais c'est la façon dont on y va, ce qu'on a dans la tête en y allant, qu'il faut regarder. Parce que c'est un travail à deux niveaux. C'est un travail d'une volonté politique. Les politiques doivent décider de mettre des structures, l'écosystème favorable, une politique à long terme sur 25 ans, comme vous avez projeté au niveau de Systema, sur 25 ans, sur 60 ans, sur 50 ans, pour dire voilà l'homme, voilà l'Africain que nous aurons au bout du fil, et mettre tous les moyens pour que tous ceux qui partent avec l'argent de l'État pour aller se faire former en un objectif précis et revenir et faire en sorte que ceux-là n'aillent pas dans des universités qui ne vont pas servir leur pays. Parce que nous avons vu par le passé des bourses données par des Occidentaux, des pays que je ne vais pas citer. Mais au final, les gars reviennent parce qu'il n'y a pas la structure qui les attendent pour qu'ils s'intègrent. Ils deviennent alors des enseignants de mathématiques simplement dans les écoles et tout ce qu'on leur a appris le sert à leur pays. Voilà, donc restons en Afrique, mais si nous allons partir, que ce soit nos compétences et que ce soit de façon formelle que ne prenons pas le large. Parce que si on va prendre le large, passer par la mer, on finit, le pourcentage de réussite et d'atteindre le but est très faible. Et là, alors que si on se débrouille, on finira par y arriver. C'est ça qui est la magie de l'entrepreneuriat. Et j'ai lu dans les chats, quelqu'un a dit, est-ce que tout le monde devenait entrepreneur, qui va travailler pour qui? C'est une très belle question. Tout le monde ne peut pas naturellement devenir entrepreneur. Jamais, c'est impossible. Sachez-le. J'ai parlé de couloir de la mort, c'est-à-dire des gens démarrent et 3 ans après disparaissent. C'est la sélection naturelle. Les gens vont disparaître, ne vont plus jamais revenir à l'entrepreneuriat, iront travailler parce que c'est ça qui est bon pour eux. Donc, tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Et mieux, on parle d'intra-entrepreneur. Intra-entrepreneur, c'est-à-dire vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, vous êtes intra-entrepreneur. La spontanéité avec laquelle vous proposez des idées vous fait qu'on pourrait vous considérer comme un entrepreneur dans une entreprise. C'est-à-dire un intra-entrepreneur. Vous contribuez à des idées fortes, à des conceptions, à des propositions qui font de vous que vous êtes un intra-entrepreneur en étant employé. Merci vraiment, monsieur Jamiou, parce que vous avez évoqué vraiment les gens qui peuvent aller apprendre ailleurs et revenir ou de leur position, revenir dans leur pays, servir leur pays. Et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse et
et énumérer un cas de bonne pratique. C'est le cas de la Fondation Vallée qui, depuis 25 ans aujourd'hui, s'exerce à faire cet exercice en finançant des bourses. La Fondation Vallée, dont je suis le produit, et qui s'exerce à financer l'excellence de jeunes Béninois qui vont étudier dans les plus grandes écoles de ce monde et qui aujourd'hui commencent dans un devoir de redevabilité à rendre service à leur pays, soit de par leur position, soit en revenant au pays, contribuer au développement et à la propulsion. Donc, c'est un équilibre, comme vous l'avez dit, qu'il faut trouver entre ceux qui vont en mission et apprendre. Parce que il faut toujours aller apprendre, entre ceux qui vont en mission, apprendre et ramener à la maison, et ceux qui gardent la maison, comme j'ai envie de le dire, et ceux qui gardent la maison. Les gardiens du temple. Pour que la maison ne soit pas attaquée. Et donc, je pense qu'on a quand même fait un certain nombre de temps et vraiment, je vous remercie pour la qualité de tout ce que vous avez dit. Et ce que je retiens de tout ce que nous avons dit ici, c'est que l'Afrique, c'est aujourd'hui un continent jeune de par ses 400 millions de jeunes. Et aujourd'hui, l'Afrique est ce continent qui, malgré qu'il soit le premier, en tout cas le continent qui a connu l'existence humaine initialement, continue d'épater les gens parce que les gens se disent mais est-ce que l'Afrique c'est une terre d'opportunités, il y a des opportunités, mais aujourd'hui tout le monde est unanime, l'Afrique est une terre d'opportunités de par ses ressources humaines et ses ressources en matière première et ses ressources culturelles aussi. Et nous avons aussi parlé de l'entrepreneuriat et aujourd'hui nous sommes unanimes sur le fait que les gouvernements seuls ne peuvent pas absorber ou résorber toute cette masse de jeunes qui sont en quête d'emploi aujourd'hui dans nos différents pays sur le continent. Et le modèle qu'il faut beaucoup encourager, c'est ce modèle qui pousse les jeunes à entreprendre, à faire des entreprises de qualité, à offrir des emplois de qualité à leurs pairs. Et c'est ce que nous nous attelons à faire avec l'écosystème Systema. Et effectivement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de réalités différentes sur le continent africain. Vous avez parlé de l'anglais et qui est quelque chose d'important. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que pour ces activités de lancement, Systema s'est déplacé pour une immersion en Afrique du Sud, et qui est ce pays-là qui nous inspire de par son histoire, qui a des dirigeants, des leaders qui nous inspirent de par son histoire de panafricanisme, mais de panafricanisme dans le sens que nous jugeons être intéressant. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va vous envoyer quelques-unes de nos activités ou de notre parcours d'immersion dans ce pays qu'est l'Afrique du Sud, dans le cadre des activités de lancement de notre organisation. Et j'ai envie maintenant de me retourner vers le public qui a posé beaucoup de questions. Et dans le chat, je voudrais d'abord savoir si nous avons des gens ils sont là, je vois, et d'autres pays africains, est-ce qu'ils peuvent lever la main et on va ouvrir leur micro pour nous dire leur point de vue et nous préciser leur pays, là où ils sont et nous dire leur point de vue par rapport à notre thème en 1 minute. Alors, concernant la RDC, je pense que le plus grand problème que les jeunes, le plus grand problème face
auxquels les jeunes sont confrontés, c'est par rapport à la confiance. Par rapport à la confiance, parce que je prends le cas de ceux qui travaillent déjà. Pour ceux qui travaillent déjà, des fois, ils n'ont pas nécessairement besoin d'être impliqués à 100% dans un projet entrepreneurial, ce qui implique à ce qu'ils soient associés à d'autres personnes. Bien que l'idée d'entreprendre est là, mais il se trouve que comme monsieur Jamy, ou j'espère que j'ai bien prononcé le mot, il a dit entreprendre exige de la compétence et du temps. Et de l'argent aussi. Il y a de ces jeunes-là qui ont quand même une certaine épargne et veulent investir dans un secteur qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Je prends l'exemple du secteur du transport, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui travaillent en banque, qui ont quand même une certaine sécurité financière, entre guillemets, et qui veulent investir, par exemple, dans le domaine des transports. Et à Kinshasa, le domaine des transports, c'est parmi les domaines les plus rentables, secteur-là. Et étant donné qu'ici, on a trop de problèmes, que ce soit des problèmes administratifs, que ce soit des problèmes logistiques, rien que pour le transport de personnes lambda, pour le prendre d'un milieu X et puis les amener vers un milieu Y. Mais seulement, d'après les retours d'expérience de ceux qui se sont lancés dedans, à l'aveuglette, en fait, qui se sont lancés à l'aveuglette, ils ont eu à perdre leur épargne, leur investissement. Seulement, pour ceux qui veulent se lancer, ils veulent au fait avoir de partenaires fiables avec qui ils pourraient s'associer et puis espérer dans un certain nombre d'années, avoir un retour sur investissement important. Ce que je veux dire par là, c'est juste un problème de confiance au fait. Comment choisir une entreprise ou une personne fiable avec qui s'associer et pouvoir avancer? Dans un premier temps, on résout un problème de la vie courante et puis on fait de gains, en fait, de bénéfices. Je pense que par rapport à ces secteurs-là, chez moi à Kinshasa, il y a vraiment un problème de confiance. Et quand je parle de problème de confiance, c'est pas seulement dans le domaine des transports. Je pense que c'est un peu pareil partout. Et étant donné que Sixtema apporte une solution par rapport à ce problème-là, j'espère que il y aurait pas ces problèmes-là dans, disons, 5 ans, si Sixtema s'est décidé de poser ses pieds ici, disons, dans les 5 ans qui arrivent. Merci beaucoup, M. Ezossé de la RDC. Et je pense qu'il a parlé de problèmes de confiance dans l'entrepreneuriat et c'est un problème important. Et Sixtema s'est donné pour mission de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de faire confiance, qu'on n'ait pas besoin d'aimer, qu'on n'ait pas besoin de détester ou qu'on n'ait pas besoin de valider quelqu'un pour pouvoir s'associer et faire des choses bien. Et je pense que c'est aujourd'hui au niveau de notre studio de recherche et développement d'entreprise, s'associer, c'est la base. Mais s'associer en nous débarrassant de toutes ces considérations qui freinent vraiment l'associabilité aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire notamment la confiance. Aujourd'hui, les gens veulent que ce soit avec leur meilleur ami et les gens veulent t'étudier d'abord sur une année, sur 2 ans avant de pouvoir te remettre ses sous. Et le problème aussi des Africains aujourd'hui, c'est qu'on ne se dit pas la vérité en commençant. On ne se dit pas la vérité parce que on commence, je suppose qu'avec M. Jamy, on commence par entreprendre là. Je dis, bon, M. Jamy, est-ce que, bon, j'ai un projet comme ça, et bon, on se voit là, on prend un pot, on se dit, mais c'est une bonne idée. On commence, M. Jamy me dit, bon, moi, je sais faire le business plan, je sais faire tout ça, j'ai des contacts. Et moi, je dis, oui, bon, j'ai ceci. Et on évolue. Et on arrive à un stade où les choses commencent par prendre. L'argent commence par sortir. Et M. Jamy commence par dire, mais docteur, on est associés. Et donc, j'ai 50%. Et je lui dis, mais comment vous pouvez dire que vous avez 50%? Depuis quand vous avez 50%? Il dit, mais depuis toujours, mais c'est moi qui cours, je fais ceci. Je dis, non, c'est mon idée. C'est moi. Tu te rappelles, le jour où je suis venu à ton bureau, c'est moi qui ai sorti l'idée premièrement, c'est moi qui ai parlé. Et donc, c'est mon idée, c'est ma chose. Mais il dit, mais, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'appelle mes amis. Je dis, mais venez voir M. Jamy. Ce gars-là, mais c'est un mamailleur.
Et je lui ai parlé de mon idée. Il a fait deux petites choses dedans simplement. Et aujourd'hui, il veut 50% de la boîte. Et M. Diamé aussi appelle tous ses amis, ses parents, et dit, mais venez voir ce docteur qui est en train de me taquiner et finalement, M. Diamé se fâche, puisque peut-être il n'a pas la main, il se fâche, et finalement, l'affaire ne se fait pas, ou bien l'entreprise court à l'échec. Et le plus grand problème aujourd'hui pour amener les gens à s'associer, c'est que les gens ne se disent pas les vérités au démarrage. Il faut toujours démarrer en se disant la vérité. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette vérité, il se désengage dès le début. Mais si tout le monde est d'accord sur la vérité commune, qui ne sera pas une vérité juste orale, qui sera encadrée par la législation, par les tests, par les lois, qui sera écrit sur du marbre. Mais je suis désolé, si avec M. Diamé, dès lors que je vais voir M. Diamé, je dis, bon, j'ai cette idée. M. Diamé me dit, bon, écoute, docteur, je pense que j'ai des compétences quand même pour t'aider sur cette entreprise, mais j'ai pas d'argent. C'est toi qui as de liquidité. Moi, j'ai pas de liquidité, mais j'ai une compétence. Mais ma compétence, je dois avoir 30% de la boîte. Là, ça me permet de me concentrer et sérieusement pour travailler et faire évoluer les choses. Si je dis non, on peut négocier et ramener à 20%, 25%, mais on arrête quelque chose avant de démarrer. Et à partir du moment où on arrête quelque chose, on enregistre cet accord d'association, cet accord d'associé et on démarre. Demain, même si je vois que M. Diamio est allé récupérer la jeune fille que je cherchais dans le quartier et que je suis fâché, mais je suis obligé de faire avec M. Diamio. Parce que même si on ne veut pas travailler ensemble, on doit venir à l'entreprise travailler. Même si on n'a pas envie de se voir, on va nommer des représentants. Ou si, à minima, si j'ai plus envie d'être dans cette boîte, je dois vendre mes actions. Donc, vous voyez, je pense que le problème d'association chez les Africains, c'est que tout est émotion au départ. Tout est amitié, tout est familial, tout est truc. Et celui-là même aussi, qui pense avoir de l'argent, pense être le manager de l'entreprise. Mais parce qu'il a mis 50 millions, ou bien parce qu'il a mis 100 millions, il pense avoir toutes les bonnes idées. C'est lui qu'il faut écouter. Et alors qu'il ne fait pas du bien à l'entreprise. Et je pense que c'est toutes ces choses vraiment que Systema veut régler, parce que nous, on va s'appuyer sur 3 piliers essentiels, notamment un pilier juridique, un pilier financier et un pilier de management. Et ces 3 piliers vont permettre vraiment de pouvoir associer les jeunes Africains autour d'initiatives, qu'elles soient petites, moyennes ou géantes, et l'initiative et garantir la part de chacun, garantir l'investissement de chacun et garantir surtout la qualité de la gestion de ces boîtes-là par notre modèle d'entrepreneur que nous allons appeler les systémepreneurs. Et donc voilà, monsieur, je vous remercie de m'avoir permis de parler un peu de ça. Est-ce qu'on a, je ne sais pas si monsieur Diamé veut se prononcer peut-être un peu sur l'apport de M. Ezoté avant qu'on ne prenne un autre intervenant. La question de l'association est très importante. Du choix de son cofondateur, co-associé est très important en entrepreneuriat. Et comme l'a dit le docteur Aliou, il est important depuis le début de définir de façon claire les bases et de signer des choses, c'est-à-dire d'avoir des documents signés. Mais les institutions comme ceux qui octroient des financements comme Y Combinator ou qu'on appelle aussi Y Combinator, qui financent des grosses boîtes, des grosses startups, préfèrent souvent des entreprises qui ont des cofondateurs. Pourquoi? Parce que si tu as ton idée et tu n'es pas capable de convaincre une seule personne de s'associer à toi pour que vous portiez l'idée, ça veut dire que tu as quand même échoué à un certain moment. Ça, c'est leur philosophie. Je ne dis pas que les solo-entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui ont leur seule entreprise et évoluent seuls, ne réussissent pas. Il y en a
plein d'exemples de solo-entrepreneurs qui ont réussi. Mais lorsque vous vous associez, ils regardent quelque chose. Est-ce que vous avez travaillé ensemble, par exemple, déjà, où chacun sait un peu comment l'autre travaille? Donc, des anciens collègues, des anciens camarades d'école qui ont gardé le lien, comme moi et mon cofondateur de Inawa Institute. C'est un ami, un camarade d'abord à l'école du CI jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Donc, ça fait que cette confiance existe, qui est très important en entrepreneuriat. Donc, si vous avez déjà ce terreau de confiance et chacun se complète, parce que c'est important. Lorsque vous ne vous complétez pas en termes de compétences, il peut y avoir des problèmes de leadership. Parce que les problèmes qui se posent souvent, c'est qu'après, l'autre dit, mais pourquoi toi, tu es le directeur et que moi, je suis plutôt le directeur tant? Et pourquoi c'est toi qu'on connaît, c'est toi qui voyages? Et c'est les guerres de leadership qui commencent après. L'autre dit, oui, c'est toi qui vas dans les conférences, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Lorsqu'il y a des missions et ça saute, toi, tu voyages et moi, je suis là. Et les frustrations commencent. Au lieu de regarder le long terme, la vision long-termiste que vous vous êtes définie et de façon claire sur papier la part de capital, c'est-à-dire le partage de pourcentage de façon claire où chacun sait ce qu'il gagne. J'ai 45%, l'autre a 55%, j'ai 51%, l'autre a 49%, l'autre dit non, je veux avoir 50 plus 50. D'autres vous disent que avoir 50-50 dans une entreprise, ce n'est pas ce qui est recommandé. Et donc, moi, je pense que la confiance est importante et pour s'associer, il faut de la complémentarité. Moi, je ne suis pas bon peut-être techniquement à la production. Je m'associe avec quelqu'un qui est bon à la production. Moi, je ne sais pas parler aux financiers, aux investisseurs. Je m'associe à quelqu'un qui sait parler, qui sait vendre. Vous voyez, Steve Wozniak et Steve Jobs, s'ils ont créé leur entreprise Apple, lorsqu'ils ont créé Apple, c'est Steve Wozniak qui est lui, eux tous sont des développeurs, hein, mais Steve Wozniak, lui, n'a rien de leadership, il ne veut même pas ça, il ne veut pas être affiché. Il aime juste être en train de coder, de programmer, de faire tout ce qui concerne Apple. Mais l'autre, il sait vendre. Steve Jobs, le regretté Steve, lui sait vendre. Il sait convaincre les investisseurs, il sait convaincre l'audience. Et donc, les deux se sont mis ensemble et Steve Jobs a un style de leadership, de managérial très poussé, et l'autre a accepté. Il a dit, OK, vas-y. Finalement, il l'a géré de main de maître, l'autre est dans son coin, il organise tout ce qui est développement et tout autre. Donc, si on arrive à comprendre cela, on pourra faire beaucoup de choses, aller loin. On ne refuse pas qu'il y ait des problèmes de malentendu à un certain moment. Mais si vous avez commencé loin et vous avez déjà travaillé ensemble, vous vous connaissez et vous avez défini de façon claire les bases, que ce soit dans les papiers partout, il n'y a pas de question que vous ne minimisez pas ce risque de mésentente après. C'est partout, hein. Vous prenez une entreprise comme Kibi, c'est une très grosse boîte, beaucoup de financement, mais la guerre de leadership a fait finalement que l'entreprise a fermé. C'est les Américains, l'ancien de Disney qui a créé le streaming et tout ça là, mais finalement ils ont fermé. Donc c'est pour vous dire que le problème est cette là. Nous avons des difficultés à avoir confiance, mais c'est mieux de se mettre ensemble, échouer, parce que quand vous allez vous mettre ensemble et échouer, vous n'allez plus jamais reprendre l'erreur. Moi, je me suis déjà mis ensemble avec des gens que j'ai considérés comme des partenaires très proches de moi, mais finalement, dans l'entrepreneuriat, l'autre révélation, ils se sont révélés qu'ils ne peuvent pas faire des affaires avec moi. On est restés amis, mais plus d'affaires en fait. Voilà. C'est pareil pour le couple, hein. Vous pouvez choisir des partenaires de vie et après découvrir que ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. C'est dans l'implémentation qu'on découvre réellement de quoi quelqu'un est capable. Tout comme le recrutement commence dès que vous commencez par travailler avec celui que vous allez recruter. C'est là que le test même commence. Donc, ce n'est pas tout ce que la personne vous a donné comme CV, les beaux paroles. C'est quand il commence par travailler avec vous que vous découvrez réellement et que le recrutement commence. C'est à l'épreuve qu'on arrive à identifier le vrai visage de l'homme. Parfois même, l'homme même ne sait même pas quel est son visage en fonction de l'épreuve. C'est quand l'épreuve est là qu'il se découvre parfois lui-même. Et quelqu'un disait d'ailleurs que quelqu'un qui n'avait jamais touché le million, lorsque vous lui remettez 10 millions qu'il a en poche,
mais sa posture change, même sa démarche change. Parce que là, il se découvre une certaine confiance qu'il ne savait pas avoir. Donc, effectivement, nous devons réellement connaître ceux avec qui on s'associe. En s'associant, il faut avoir des compétences clés complémentaires que Systema dans sa branche académie peut offrir. Les compétences que les gens vont chercher ailleurs peuvent se trouver à l'intérieur de Systema grâce à son académie. Et nous allons déployer tout ça très prochainement. Est-ce que nous pouvons prendre encore une ou deux questions? Bonjour. Oui. Moi, j'interviens depuis le chat. Okay. J'ai une question concernant, c'est-à-dire comment on peut balancer entre les études et puis l'entrepreneuriat. Puisqu'il y a certains des jeunes, ils ont les idées d'entrepreneuriat et à côté, ils ont aussi les études qui est là. Je ne sais pas comment on peut faire pour jongler entre les deux, pour ne pas rater l'un ou bien l'autre. Bon, je dirais qu'on ne peut pas chasser deux lièvres à la fois, mais les circonstances de la vie peuvent vous amener à chasser deux lièvres à la fois. Il faut juste identifier l'entrepreneuriat qui peut vous permettre de ne pas trop empiétrer sur vos études. C'est-à-dire quoi? Vous avez une idée d'entreprise qui peut être dans le secteur du service où vous n'avez pas besoin d'enregistrer de façon formelle votre entreprise. Vous mettez avec des gens. Je connais un étudiant qui, quand nous étions étudiants, lui, il était très bon également dans tout ce qui est la blanchisserie. Et donc, en week-end, il prenait des commandes et il nettoyait très bien les habits, les chaussures des gens qui ont besoin, parce qu'il a constaté que dans son quartier et dans les quartiers environnants où il y a de très belles maisons, les gens ont besoin de ces types de services. Lui, il apporte la solution. C'est toujours l'entrepreneuriat. Il y a une idée, une opportunité qu'il a identifiée, un problème qu'il pense qu'il est assez compétent pour résoudre. Donc, il a parti proposer ses services. Et son prix étant moins cher que ce que le pressing aurait proposé, il fait très bien ça, il repasse, le gars gagne. Donc, en week-end, il va se faire s'arrondir à la fin du mois. Ça lui permet de couvrir des charges, certaines charges au niveau de l'école et de payer sa contribution, sa scolarité, étant un garçon qui se débrouille lui-même. Et dont les parents, la plupart des parents, c'est des familles, nous venons des familles modestes. Et moi, personnellement, quand j'étais étudiant, l'entrepreneuriat que je faisais, c'est plutôt aller enseigner. C'est l'enseignement. C'est enseigner, aider les enfants, le soutien scolaire à la maison. Et des gens qui allaient au bac C, je les aidais en mathématiques, en physique, et aussi un peu moins que ça. Et donc, l'entrepreneuriat a plusieurs figures. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas enregistré de façon formelle votre entreprise que vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes solo-entrepreneur. Vous auto-entreprendre, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et donc, oui, c'est comme ça. N'allez pas prendre des entreprises, des projets qui vont vous dépasser au point où vous ne suivez plus correctement les cours. Vous aurez perdu une année. Ce n'est pas intéressant de le faire ainsi. Voilà. Ok, merci monsieur Yamé. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Alors que l'école, ce n'est qu'une partie des bonnes pratiques qui sont enseignées pour vivre en société et savoir faire 2-3 trucs. Et je pense que l'entrepreneuriat commence par l'état d'esprit. Lorsque vous avez un état d'esprit entrepreneur et vous êtes entrepreneur, vous le faites aisément. Et j'ai toujours dit que le plus intelligent, en fait, selon moi, n'est pas le premier de la classe, mais c'est l'entrepreneur. Celui-là même qui sait s'adapter aux circonstances qui changent d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Ce que vous dites, je suis un adepte de cela, quelqu'un qui fait les études, qui a fait les études à la fois, qui a entrepris, aussi loin que je me souvienne. Et j'ai toujours été entrepreneur, c'est-à-dire même au moment où, même la mémoire à laquelle moi, je n'ai pas accès aujourd'hui, et il m'est rapporté que j'ai été entrepreneur à ce moment.
comme la fois où j'ai vendu un bonbon dans la boutique de ma mère sans le savoir, sans savoir que je démarrais l'entrepreneuriat. Et donc, j'offrais un bonbon à un visiteur. Il bouffe le bonbon, il dit que c'est doux. Je dis, bon, ça fait 25 francs. Et donc, il dit, mais je ne savais pas que c'était vendu. Et ainsi de suite. Déjà au CP, au CP, je vendais du mukumuku. Pour ceux qui ne connaissent pas du mukumuku, c'est ce que les gens, c'est une farine de maïs avec un peu de sucre qu'on échangeait avec de la craie ou avec une partie des frais de récréation de nos camarades, ainsi de suite. Donc, tout au long, moi, de mon parcours scolaire, universitaire, j'ai toujours initié dans une classe au moins 2 à 3 idées d'entreprises différentes et que je pourrais développer dans d'autres cadres pour raconter l'expérience. C'est vrai que c'est pas facile de le faire parce que parfois, vous avez des défis auxquels vous faites face par rapport à vos camarades et vous venez vous asseoir dans une classe où les gens n'ont pour souci que la note que la note d'interrogation et vous devez compétir avec ces gens-là et en même temps faire face aux soucis de l'école de la vie et qu'est l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que tout est dans l'équilibre, tout est dans votre capacité à pouvoir coordonner, à pouvoir gérer, à pouvoir déléguer un certain nombre de choses ou à pouvoir coordonner plusieurs choses. Mais ce qu'il faut savoir de façon concrète, c'est qu'on ne peut pas être au niveau opérationnel dans beaucoup de choses à la fois. Vous pouvez être au niveau stratégique dans plein de choses. Et par exemple, moi, je dirige une flotte d'une dizaine d'entreprises aujourd'hui, mais si je devais être à l'opérationnel dans toutes ces entreprises, c'est sûr que j'irais droit au mur. Et donc, lorsque vous avez beaucoup de choses à faire, c'est que vous devez travailler à être le moins possible au niveau opérationnel dans plusieurs choses. Et vous pouvez être au niveau opérationnel dans une chose et essayer de passer un peu au niveau stratégique ou semi-stratégique par rapport à d'autres choses que vous faites. Est-ce que nous pouvons prendre encore une question? Bon, alors, moi, je viens de Madagascar et ben, c'est pas une question, mais bon, j'aimerais juste dire qu'avec ces 400 millions de jeunes Africains, il faut faire quelque chose. Hein. L'entrepreneuriat est difficile partout, ailleurs comme en Afrique, partout, mais chez nous, ça devient une nécessité. Enfin, j'invite tout le monde à étudier et voir ce que nous, les Africains, avons réellement besoin. Il faut surtout trouver ce que le marché veut. Il ne faut pas chercher loin. Je ne sais pas, par exemple, dans les autres pays, mais sur ce que le public a besoin. Par exemple, à Madagascar, on voit que les produits capillaires pour cheveux naturels sont en pleine vogue. Ça touche à notre identité, tout en étant un marché à fort potentiel. Donc, j'aimerais juste dire, n'ayons pas peur et osons, choisissons les bonnes personnes avec qui on va s'associer et allons-y. Voilà. Le Madagascar, c'est un pays qu'on aime bien. C'est le continent à côté du continent africain. C'est le pays qui permet à l'Afrique d'être représenté par deux continents, une île qu'on aime bien. Merci beaucoup. Et je pense aujourd'hui que la réalité, même s'il y a des particularités au niveau d'un certain nombre de pays, et la réalité africaine est la même. Et effectivement, aujourd'hui, en tant que jeunes Africains, nous devons faire du panafricanisme, c'est sur l'appropriation économique, mais pas par la revendication, mais l'appropriation vraiment économique par l'entrepreneuriat. Acceptons souffrir. Parce que, évidemment, si nous refusons de souffrir, de prendre le risque de souffrir, et nous n'allons jamais accéder à cette autonomie stratégique. Parce que pour nous aujourd'hui, jeunes Africains, je pense que la vraie indépendance est celle économique. Et le meilleur chemin pour avoir une part de parole dans nos réalités, c'est d'accepter ce risque-là et de commencer par entreprendre et par créer
des emplois. Et est-ce que, je ne sais pas, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. Et une toute dernière question avant que je n'écoute le mot de fin de notre invité. Oui, merci pour la question. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez pour poser la question. Je m'appelle Alex, je viens de la République démocratique du Congo. Je voulais juste te demander, que pensez-vous du phénomène de la sous-traitance que l'État fait, par exemple, pour les entrepreneurs? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Bon, merci. La sous-traitance, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un a un gros marché et qu'il ne peut pas gérer au niveau opérationnel lui seul, et il se met, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un niveau stratégique, et il essaie de confier une partie des tâches de la mission qui l'incombe à d'autres entreprises ou à d'autres entrepreneurs qui font la tâche, et il essaie de faire le suivi et l'évaluation. Je pense que la sous-traitance, c'est quelque chose qui est très réglementé, et je pense, Monsieur Diamio, c'est quelque chose qui est très réglementé et qui respecte des normes et qui est autorisé et qui permet à nos grands entrepreneurs, en tout cas à ceux qui ont de gros projets, de pouvoir être efficaces sur la conduite de leurs projets. Donc, mais il faut toujours, en tant que sous-traitant, se renseigner sur la fiabilité, les antécédents et la morale de l'entreprise principale qui donne la sous-traitance. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, c'est que l'entreprise principale, qui avait peut-être des problèmes en temps et lors d'autres marchés, vient prendre un nouveau marché, prendre l'avance de démarrage de ce marché pour régler des problèmes qu'il avait déjà accumulés avec d'autres marchés. Et vous, sous-traitant, vous vous retrouvez à faire son travail, et à la fin, lui, il est payé, mais il a réglé d'autres problèmes et lui, il ne vous paye pas. Donc, le marché initial n'est pas le marché qui a de problèmes, mais c'est le sous-traitant qui a de problèmes. Donc, il est important aujourd'hui, avant d'accepter une sous-traitance, de checker la santé financière, les antécédents et la réputation de l'entreprise sous-traitante pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Et Monsieur Diamio, je voudrais vous accorder la parole parce qu'on a été très large pour nous dire un peu votre mot de fin par rapport à ce webinaire sur entreprendre en Afrique, un pari fou ou une idée de génie. Merci. Je voudrais encore une fois remercier tous les participants, tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont pour la thématique de l'entrepreneuriat en Afrique et pour les contributions enrichissantes des participants et participantes. J'ai noté qu'il n'y en a pas beaucoup de femmes qui ont participé, sauf erreur de ma part. Quand je parcours un peu les participants et je regarde les noms, je ne vois pas assez de femmes. Je vois moins de 5 femmes, voire 2 femmes. Je pense que à l'avenir, et j'espère qu'à l'avenir, on aura beaucoup plus de femmes qui vont s'intéresser à cette thématique. Le but n'est pas forcément d'avoir tout le monde comme entrepreneur, mais c'est toujours mieux d'avoir une information et de pouvoir décider au moment opportun de ce qu'on fera de cette information. Et donc, je vous invite vraiment à très bien faire, à être compétent, très bien faire ce dont vous êtes capable de faire, à apprendre comme tout entrepreneur, parce que l'apprentissage est continu pour l'entreprise et pour l'entrepreneur, et dans un monde très dynamique où les choses évoluent très très vite, et ne pas tomber dans le piège qui consiste à croire que l'entrepreneuriat est plus facile, où on devient son propre patron. Cet égoïsme-là ne doit pas vous amener à dire je deviens entrepreneur, parce que sur le terrain, la réalité va vous décevoir. La réalité n'est pas ce que vous allez penser. Si vous pensez réellement être entrepreneur, c'est maintenant qu'il faut commencer. Le plus tôt vous commencez, vous cassez la figure, le mieux vous allez vous sentir. C'est comme vous voulez démarrer l'avion. L'avion sur le tarmac, quand ça va avoir un problème, c'est mieux que ça décolle à 1000 pieds et que ça s'explose. Donc, votre entreprise
au début, vous voyez la tête, vous rendiez ça, vous changez d'idée, vous allez travailler carrément et vous laissez. Et peut-être dans votre troisième âge, vous pouvez décider de faire comme, en tout cas, j'ai oublié le nom, qui a créé sa chaîne de restaurant quand il était à la retraite. Donc, merci à tous, merci à Systema, merci à le docteur et à toute son équipe pour l'amabilité de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me passionne, qu'est l'entrepreneuriat. Je remercie également Inawa Institute, mon cofondateur et toute l'équipe derrière moi pour avoir travaillé à ce que ce soit une réalité et autorisé que je participe à l'événement. Merci. Merci beaucoup, cher invité. Je viens d'abord au nom de toute l'équipe de Systema, au nom de toute cette jeunesse africaine, au nom des 400 millions de jeunes africains. Bon, puisque je suis celui qui est présent et je viens vraiment vous remercier déjà pour l'intérêt, pour la disponibilité. Et c'est à travers, en fait, ces petits gestes, ces petites actions et cette disponibilité qu'on arrive au niveau de chacun, à impulser un changement et à devenir un acteur de changement pour notre continent africain. Et vraiment, gratitude infinie à vous. Et je voudrais, la dernière fois, à l'occasion de l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire de la Chine, le président Xi Jinping disait « L'évolution de la Chine est inarrêtable ». Et aujourd'hui, j'ai envie, chers jeunes Africains, j'ai envie, chers jeunes, qu'on fasse de l'évolution de l'Afrique une dynamique inarrêtable. Et nous pouvons le faire si nous le décidons. Et nous sommes en train de décider déjà pour vous, en attendant, pour ceux qui ne sont pas encore décidés, en attendant que vous ne vous décidiez, nous sommes déjà décidés par cet écosystème de Systema, d'impulser vraiment ce renouveau au niveau de la jeunesse africaine, d'impulser vraiment cette marche panafricaine vers la réappropriation de notre autonomie stratégique par l'entrepreneuriat, la création d'emplois sur notre continent. Et je voudrais remercier tous les connectés d'autres pays africains et leur dire que le déploiement de Systema dans leur pays se fera aussi grâce à eux et on va continuer les discussions et je vous invite à vous connecter, à vous abonner à nos différentes pages pour suivre de façon continue et en temps réel notre actualité et les différentes informations relatives à l'écosystème et si possible nous contacter. Et si vous n'êtes pas au Bénin, si vous êtes dans d'autres pays africains, nous contacter et commencer par discuter pour qu'on voit les bases sur lesquelles on peut commencer par préparer le déploiement des filiales de Systema dans vos pays. Alors, je rappelle donc que Systema a 4 départements, notamment un studio de recherche-développement d'entreprise, une académie, un business center, un département business center, avec les centres d'affaires et de coworking et un cabinet de consultation et qui permet de donner des conseils en investissement et qui permet de faire beaucoup d'autres choses. Je vous remercie vraiment et je vous invite à nous suivre. Et je pense que la technique a demandé aux gens s'ils pouvaient ouvrir leur caméra et ouvrir vos caméras 1 minute pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse immortaliser ce moment historique. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, nous serons fiers de dire que vous étiez à la première, en tout cas au premier webinaire de Systema, qui petit à petit est en train d'impulser sa marche inarrêtable et inévitable vers le développement de notre cher continent. Donc, chers amis, je vous remercie sincèrement
Et je suis le docteur Aliou Dialeri, médecin, entrepreneur, systémapreneur, président de Systema et directeur exécutif de Bénin Excellence. C'est un plaisir et nous espérons que vous allez nous suivre. Nous aurons une série de webinaires, nous aurons des after-work que nous allons lancer d'ici là. Tout ça dans le but de vous informer, de vous amener à vous connecter à cet écosystème qui est le vôtre, qui n'est pas le nôtre, qui est le vôtre et que vous allez vous approprier. Donc, je vous souhaite bon appétit de votre position et que Dieu nous garde.